Si tu nous écoutes, c'est que tu veux devenir entrepreneur de ta vie et la vivre selon tes termes. Aujourd'hui, je ne suis pas avec Marc, mais j'accueille sur le podcast un joueur particulier, car son terrain de jeu, c'est la vie. Il y a maintenant plus de 10 ans, il met la main sur son premier livre de développement personnel et depuis, il ne s'arrête plus d'apprendre et d'évoluer. Cependant, il se rend compte que, comme nous tous, il n'applique qu'une infime partie de tout ce qu'il apprend. En 2015, il décide donc de se lancer un défi chaque jour pendant un an. Goodbye Comfort Zone est donc le nom de son projet, qui est devenu un blog à succès, 3 TED Talks et une communauté de passionnés qui se dépassent quotidiennement. Le nom de ce projet justement est plutôt explicite, Goodbye Comfort Zone, qui est aujourd'hui une start-up prometteuse qui a récolté plus de 10 000 € de crowdfunding sur Ulule. Sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir l'entrepreneur et héros de sa vie, Anine. Salut Romain, merci beaucoup pour cette introduction, c'était super. Merci à toi de nous rejoindre sur le podcast Entrepreneur. Et justement, Entrepreneur, c'est la combinaison d'entrepreneur et d'étudiant, en fait, d'être étudiant de l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui me passionne un petit peu, c'est que le genre d'expertise que tu as pu développer, c'est très clairement pas une expertise qu'on peut développer sur des bancs d'école. Donc, on souhaiterait en savoir un petit peu plus sur ton parcours et comment tu es arrivé à développer cette expertise dans la sortie de la zone de confort. C'est top que t'en parles et j'en parle pas souvent. En fait, ma première entreprise, je l'ai créée sur les bancs de la fac. J'étais en 4e année et je m'ennuyais un peu et j'avais ma meilleure amie qui était graphiste et puis on a monté à deux une petite agence de communication où je m'occupais un peu de l'aspect commercial et elle de l'aspect créatif. Donc je suis complètement dans la thématique de ton podcast et justement, enfin pour présenter un peu aux gens qui je suis, bah tu l'as tellement bien présenté. Ce que je pourrais ajouter, c'est qu'il y a eu différentes phases, on va dire, dans le projet Goodbye Comfort Zone. Effectivement, j'ai passé plus de 10 ans à lire plein de livres, probablement plus de 300 ou plus de 400, à assister à des formations, à suivre des conférences, voilà, à consommer plein de contenus, des vidéos, des documentaires. Et je passais très peu à l'action. Je restais dans ma zone de confort et puis j'avais cette tendance-là, cet état d'esprit de sceptique, tu sais, qu'on a souvent malheureusement dans les classes populaires, dans les classes moyennes, c'est être sceptique de tout et critiquer tout ce qui remet en cause notre schéma de pensée, en disant ouais bah c'est des conneries tout ça, si ça pouvait marcher, ça se saurait et tout. Et finalement bah j'en ai eu marre, j'ai eu une prise de conscience qui était fin 2015 où j'ai commencé voilà à mettre une liste d'objectifs que je voulais faire pour 2016. Oui, je fais partie de ces gens-là qui font une liste de bonnes résolutions. Mais je peux me targuer que j'ai réalisé toutes mes bonnes résolutions sur les 3 dernières années. Par exemple, faire un TED, ça en faisait partie. Et du coup, voilà, enfin, je me suis retrouvé avec une liste de 10 objectifs, ensuite 20, 30, 35, 40, et je me suis dit, tiens, en fait, ce qui serait marrant, c'est que pendant toute une année, pendant 365 jours, c'est de faire chaque jour une expérience, même petite, un petit défi pour sortir de ma zone de confort. Puis c'est là où j'ai créé un blog qui s'appelait Goodbye Comfort Zone, où je retranscrivais chaque jour en articles et avec des photos les différents défis que je faisais. Alors ça pouvait être des défis tout simples, comme par exemple descendre 3 stations de métro avant mon arrêt habituel, pendant une semaine, ne plus prendre l'escalator ni d'ascenseur que les escaliers. Ça pouvait être par exemple m'arrêter, partager un repas avec un sans-abri, me bander les yeux et me mettre dans la peau d'un aveugle pendant toute une après-midi. Donc des défis qui pouvaient être réalisés dans une journée. Et parfois c'était des défis qui étaient un peu plus ambitieux, comme courir un marathon, comme voyager tout seul au hasard dans une destination, et partir à la dernière minute, sans parachute, etc., etc. Et depuis, je me suis jamais arrêté au-delà des 365 jours. Et ce qui avait commencé comme un blog personnel, au final, s'est transformé en une aventure, en une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui partagent une double vision. D'abord, notre vraie vie commence en dehors de notre zone de confort. Et c'est vraiment vivre quelque part au-delà de ses propres limites mentales et au-delà de ce qu'on pensait être capable et au-delà de ce qui est confortable au sens mental en fait du terme. Et la deuxième chose, c'est ce qu'il est possible de s'amuser tout en se dépassant. C'est
moi je crois pas du tout avec ce discours-là chez beaucoup de coachs, chez beaucoup de conférenciers qui disent ouais, faut faire des sacrifices, faut voilà, quelque part passer à côté de sa vie pendant 10, 15, 20 ans pour éventuellement un jour arriver à cette destination-là qui est la réussite. Non, non, pour moi, le plus important quand on va partir d'un point A à un point B, c'est vraiment la route. Mathématiquement, c'est là où on passe le plus de temps. D'autant plus que quand on va arriver au point B, il y aura un point C, puis un point D. Et l'être humain, il est toujours fait comme ça. Dès qu'on atteint des objectifs, on en cherche plus. Donc si on n'est pas épanoui sur la route, si on s'amuse pas sur la route, c'est que ça sert à rien. Et c'est ça le credo aujourd'hui de Goodbye Comfort Zone, c'est s'amuser tout en sortant de sa zone de confort et qu'au final, la vie est un jeu et qu'il est possible de s'amuser en réalisant ses objectifs et en se dépassant. Très intéressant. Tu soulèves le point que c'est un processus et non pas simplement point A à point B et après c'est fini. Et justement, j'aurais tendance à dire que oui, la gamification, bah ça peut résoudre ce problème justement en s'amusant, mais tu penses pas qu'il y a aussi la dynamique un petit peu de faire quelque chose que tu aimes vraiment, et ça peut t'aider à vraiment aimer le processus plus que la destination ou les résultats. Exactement. C'est d'autant plus important que déjà aimer ce qu'on fait, ça a une double en fait, une double origine. D'abord, on peut déjà savoir ce qu'on aime faire, ce qui est génial. Je sais par exemple que ce qui m'amuse le plus c'est telle et telle chose, c'est là ma passion c'est ça. Mais en se dépassant, en sortant de sa zone de confort, on en sait beaucoup plus sur nous-mêmes, on découvre plein de choses et on trouve des choses, on prend plaisir à des choses qu'on pensait pas prendre plaisir, juste en étant dans cette démarche justement de dépassement de soi et de sortie de zone de confort. Donc je suis complètement d'accord avec toi, mais faut pas se limiter à se dire ok, voici ce que j'aime bien, parce que ce qu'on aime bien à l'instant T, c'est beaucoup lié à notre zone de confort. Et ça peut être étendu une fois qu'on a dépassé nos peurs. Et c'est comme ça qu'on prend plaisir à la fois à ce qu'on aime faire et prendre plaisir à découvrir de nouvelles choses et à se dépasser. Complètement. D'ailleurs, c'est un problème extrêmement récurrent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous disent souvent, justement, c'est bien de construire un projet, d'avoir des ambitions entrepreneuriales, mais si on ne se connaît pas suffisamment, on ne sait pas exactement sur quel point on est capable de produire de la valeur et d'être remarquable et puis de créer simplement un projet. Et je trouve que ta méthode, elle est absolument géniale pour expérimenter, découvrir et se découvrir. Donc qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement cherche à définir sa vision ? Ce que je lui conseillerais, c'est un truc qui a complètement changé ma vie. C'est souvent, on a l'étape où on va définir ses objectifs. Voilà, et des objectifs SMART, donc mesurables, atteignables, avec une limite de temps, etc. Et je suis complètement d'accord avec cette première étape-là, mais j'ai une deuxième étape qui permet de prendre plaisir au processus. C'est transformer ces objectifs-là en objectifs de plan d'action, en action concrète. C'est-à-dire définir quelque part ce qu'on appelle sa zone d'influence. Et je sais plus qui disait, on peut contrôler que deux choses, c'est notre manière de penser et nos actions dans la vie. Tout le reste, c'est des choses externes et souvent on va se concentrer dessus, se démotiver pendant le processus. Et quand on se transforme un objectif par exemple qui peut être perdre du poids ou réussir son entreprise en des objectifs quotidiens, hebdomadaires, genre ok aujourd'hui je fais 1 heure et je donne de mon mieux dans la salle de sport et en suivant telle méthode, demain pareil c'est 3 à 5 fois par semaine, on a des objectifs qui ne dépendent que de notre action. Et directement, on va cocher des cases, on va comme un système de to-do list ou comme un système de quête dans un jeu de rôle, dans un jeu de vidéo. Et là, on est complètement dans l'action, on se déconnecte complètement des résultats et littéralement, on s'en fout. Donc c'est comme ça en fait qu'on va prendre du plaisir pendant le processus et qu'on va se détacher par rapport à ce premier levier là qui démoralise beaucoup de personnes, c'est de pas avoir de résultats sur le court terme, parfois même sur le moyen terme, et de pouvoir un peu se retrouver comme dans un labyrinthe, comme un jardin à la française, où on sait plus où on en est, alors que quand on prend du recul, quand on se détache du résultat, on s'en fout en fait, on prend du plaisir sur la route, et c'est comme ça qu'on va se découvrir, c'est comme ça qu'on va mieux nous connaître, pas en cherchant des objectifs qu'on peut pas atteindre, ou qu'on peut pas contrôler à 100%, mais tout simplement de se dire ok,
Mon rêve, c'est d'écrire un livre. Bah, mon objectif, c'est, voilà, dans les 2 prochaines semaines, d'écrire un sommaire. Dans les prochains 2 mois, c'est d'avoir une première partie. Dans les prochains 6 mois, c'est de contacter les 100 éditeurs qui existent, voilà, en francophonie, et de leur envoyer chacun un email et de rédiger le meilleur email. Et tout ça, au final, ça donne un jeu avec plusieurs niveaux. Mais à chaque fois, la réussite ne dépend que de nous. Et à la fin, on a réussi parce qu'on a fait telle action. Et au final, les résultats, ça devient qu'une conséquence de ce lifestyle, où je te promets que moi, ma vie en ce moment, enfin, ressemble vraiment à un jeu enfin, à un truc de quelqu'un qui est super chanceux, parce qu'il m'arrive que des bonnes choses, et parfois j'en oublie même mes passages à l'action. J'ai l'impression juste que je suis chanceux, que les gens viennent me contacter, que les gens me proposent des choses, faire des TEDx. Enfin, je te l'annonce en exclusivité, mais je signe avec un grand éditeur français ce vendredi, avec Hachette Édition, qui est le plus grand éditeur européen. Donc tout ça, c'est des choses qui sont juste une conséquence d'un passage à l'action. Et c'est vrai que parfois, on a tendance à se dire, voilà, enfin, je suis frustré, ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai pas assez de vues, j'ai pas assez de chiffre d'affaires et tout. Mais c'est ça qui nous limite et qui limite notre pouvoir d'action. Et se détacher complètement du résultat, pour résumer ce point. Ouais, c'est tellement puissant, j'espère que vous avez bien écouté ça. Et j'ai de la peine à l'expliquer personnellement parce que justement, j'ai toute ma vie, toute mon enfance, mon adolescence, j'ai été un gamer en fait. Et je jouais à quoi? Je jouais à des jeux de rôle. Et ce qui fait que il y a juste un jour où je me suis dit, et si j'appliquais les concepts des jeux vidéo, surtout les MMORPG, donc massivement multijoueurs et puis roleplay en même temps. Et c'est pour ça que j'ai de la peine à l'expliquer, c'est parce que simplement j'applique à la vie réelle ce que j'ai appliqué pendant des années et des années dans un jeu vidéo. Et c'est pour ça que ça marche comme tu l'expliques. Exactement. Mais le point le plus puissant dans un jeu vidéo, c'est à chaque action, on a directement un résultat instantané qui vérifie, qui va valider qu'on est bien sur la bonne route, etc. On va cliquer sur tel bouton, le joueur il va agir de la même manière. Et ça, le cerveau humain, quand il s'agit de développement personnel, professionnel, voilà, quand il s'agit de la vraie vie, le cerveau humain il est très mauvais justement pour mesurer à très court terme ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on commence une diète aujourd'hui, on ne sait pas si on est sur la bonne voie et on va commencer à douter, etc. D'où l'importance de créer tout son environnement de jeu et de définir une limite de temps. Ok, pendant 3 mois, je m'en fous des résultats et pendant 3 mois, voici mon plan de mon jeu. Je crée mes règles. J'ai réussi quand j'ai réussi à faire ça. Le premier niveau, c'est après une semaine. Le deuxième, c'est après 2 semaines, etc. Et ça, le cerveau, et surtout quand c'est visuel. Moi, j'ai un tableau qui est juste en face de moi où, avec mes équipes, en début de chaque semaine, on a un système de post-it avec 3 niveaux. À faire, en cours et terminé. Et je te promets que visuellement, c'est puissant. Chacun a sa couleur de post-it. La semaine commence avec la première case à faire qui est complètement remplie. On a la réunion du lundi matin. Et après, au fur et à mesure, dès que chacun commence à travailler sur une mission, il va déplacer son post-it. Dès qu'il l'a terminé, il va le déplacer en bas. Et parfois, quand on est fatigué le jeudi ou le vendredi matin après une dure semaine, je peux te dire que regarder ce tableau et voir plein de post-it tout en bas et quelques-uns au milieu, ça permet voilà de rebooster et de se dire ok, je suis sur la bonne route, pas en termes de résultats. Je suis sur la bonne route selon les règles de mon propre jeu et ce que j'ai défini comme étant réussite, c'est-à-dire terminer toutes les tâches. Ouais, très très puissant. Ça, comme tu le dis, on n'est pas designé d'un point de vue biologique pour comprendre les progressions à court terme. C'est pour ça qu'en général, il y a ce grand débat entre la gratification immédiate, instantanée, et les perspectives à long terme et le progrès à long terme. Et puis, la plupart des gens, tous les cerveaux humains, d'après ce qu'on peut lire, ils ont de la difficulté à faire la différence entre qu'est-ce qui est bien maintenant, qu'est-ce qui est bien sur le long terme. On peut encore... Non, savoir ce qui est bien, c'est encore assez facile, parce qu'il suffit de s'instruire, mais de passer à l'action et puis d'être discipliné et on va dire, engagé sur le long terme, c'est ça la difficulté. Et je pense que le gaming, justement, la gamification, répond bien à cette problématique tout à fait. Mais justement, comme tu expliques la gamification, il y a quand même un certain focus, c'est-à-dire que tu sors de ta zone de confort, mais tu n'es pas tous les jours en train de sortir, on va dire, en dehors de ton projet principal, ou comment ça se passe? Parce que on a l'impression, en regardant ton contenu, que tu
testes des choses un petit peu extraordinaires tous les jours, mais quand tu as un grand projet, comment tu fonctionnes? Est-ce que tu orientes tes actions hors de ta zone de confort, mais toujours sur le même projet, exemple qu'on avait pris avant, écrire un livre, ou est-ce que tu vas écrire ton livre la plupart de la journée, et puis quand même garder quelque chose d'un petit peu fou à côté, d'aller jouer l'aveugle, d'aller manger avec un SDF, alors que tu as ce premier projet en cours? Comment tu organises ça? Ouais, c'est une question super super importante et qu'on me pose souvent. Alors faut savoir que par exemple en ce moment même, je cumule 6 défis en parallèle, qui sont des défis un peu... on parlait par exemple hier, c'était le défi collectif d'arrêter le sucre pendant 30 jours, qu'on fait tous avec la communauté. En parallèle, j'ai un défi qu'une youtubeuse un peu connue m'a lancé et que je vais partager aujourd'hui, qui est 10 minutes de pleine conscience par jour pendant 21 jours, et le faire 10 fois par jour, 1 minute. Je vais plus l'expliquer aujourd'hui. Donc, je cumule plein de défis comme ça. Et ça relève à un point qui est hyper puissant. C'est que la zone de confort, c'est pas un cercle et on va sauter en dehors et revenir dans sa zone de confort. C'est pas du tout comme ça. En fait, la zone de confort, c'est quelque chose qui va s'élargir. La notion de l'effort est hyper importante en psychologie. Souvent, on pense que l'effort, c'est quelque chose qui est objectivement dur à faire. Mais c'est pas du tout ça. C'est subjectif pour notre cerveau. Et ce qui est ma zone de confort ne l'est peut-être pas pour toi et ne l'est peut-être pas pour quelqu'un d'autre qui nous écoute. Et à l'inverse, par exemple, moi, parler devant 1000 personnes sur un théâtre, c'est plus ma zone de confort. C'est limite quelque chose, voilà, je suis stressé pendant les 10-15 premières secondes et après, j'y prends tellement plaisir, alors qu'avant, c'était différent. Et au final, la zone de confort, c'est un cercle qu'on va élargir et au fur et à mesure grappiller des défis autour de cette zone de confort et l'agrandir au fur et à mesure. Et la plupart d'ailleurs des défis que j'ai testés, que j'ai expérimentés, et je pars tout le temps de ce point de vue-là où j'expérimente un truc sans arrière-pensée, sans me dire, sans jugement, sans lire des études scientifiques, parce que j'en ai rien à foutre, et que chacun est différent. Une étude scientifique, même une meilleure, va dire « Ok, bah ça fonctionne sur 70% des sujets. » Oui, mais peut-être moi que je suis dans les 30%. Et que ça fonctionnera pas pour moi, ou à l'inverse, quelque chose qui fonctionne pas pourra fonctionner sur moi. Et du coup, je pars tout le temps de ce truc-là d'expérimentation sans jugement, et quand ça réussit pour moi, bah souvent ça devient une habitude. Donc c'est plus du tout un défi, mais typiquement, voilà, enfin faire du sport 4-5 fois par semaine, pour moi c'est juste quelque chose qui fait partie de mon lifestyle. C'est plus un défi. Arrêter le sucre, alors j'avais arrêté il y a 2 ans et demi, et là depuis récemment, j'ai commencé à faire quelques écarts dans le resto, des desserts et tout, de plus en plus, et c'est pour ça que j'ai voulu reprendre ça. Mais pendant longtemps, c'était une habitude. C'était plus un défi. Arrêter l'alcool, ça fait 6 mois que j'ai arrêté l'alcool, alors que j'étais un gros fêtard, que je sortais au moins 1 fois par semaine. J'avais pas du tout l'alcool, genre un verre de vin à table et tout, non. C'est vraiment sortir en boîte de nuit, en bar, et puis sociabiliser et avoir cet alcoolisme un peu mondain. On va tendance à boire pour faire comme tout le monde. Et du coup, ça pareil, je l'ai arrêté et maintenant je m'amuse plus, enfin autant si ce n'est plus que les autres quand je suis en soirée. Parce que quelque part, cette notion d'effort et de zone de confort, pour moi, elle l'est plus dans mon cerveau. Je me suis habitué. Et ça, c'est puissant. On pense souvent, quand on m'envoie des messages ou quand on commente, ouais, mais c'est pas fatigant chaque jour de être comme ça dans l'effort, dans la zone de confort, tu ne te reposes jamais. Mais en fait, la notion d'effort, elle est très très subjective pour le cerveau. Et ça, c'est puissant. Et même en entrepreneuriat, s'il y a des gens qui se sont déjà lancés, je suis sûr que vous arriverez à identifier à un moment où maintenant vous faites quelque chose de manière quasiment mécanique, comme se brosser les dents, et qu'il y a 3 mois, quand vous vous êtes lancé, bah, c'était quelque chose de contraignant, c'était quelque chose peut-être qui vous faisait peur, et ça, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. On élargit cette zone de confort, comme dans un jeu, on va gagner des points de compétence, monter des niveaux, et avoir plus de capacités, et faire plus simplement des choses qui nous demandaient peut-être avant, pour tuer un ennemi, ça nous demandait 10 coups, maintenant c'est un seul coup, parce qu'on a gagné aussi en puissance. Alors là, tu viens d'expliquer tellement bien ce que j'essaye d'expliquer à mal aux gens qui me posent la même question qu'à toi, puisque je m'entraîne physiquement tous les jours aussi, je mange pas de sucre depuis 4 ou 5 ans, depuis que j'ai commencé le sport sérieusement, je bois pas d'alcool non plus, et c'est exactement comme toi, pour moi c'est pas compliqué, c'est devenu une évidence. Parce qu'il y a cette construction d'habitudes, et c'est plus que des habitudes, c'est un lifestyle en fait. Avec Marc, donc on a l'habitude de faire référence un petit peu à la performance donc du livre High Performance Habits de Brendon Burchard. Je pense que tu l'as lu
également. Tout à fait. Et pour nous, c'est un petit peu ce guide. On a vraiment bien aimé la théorie là derrière, c'est puisque la plupart des méta-habitudes dont il fait référence, c'est simplement un style de vie en fait. Ça n'est pas une action que tu te forces à faire, c'est un mode de vie, c'est comme ça que tu envisages ta journée. Et c'est comme tu le dis, il n'y a plus d'effort, c'est simplement tu te lèves le matin et c'est comme ça que tu passes ta journée. Et exactement, ton programme est génial pour ça puisque tu peux augmenter la quantité d'activités qui entrent dans ce lifestyle tout simplement. Et les habitudes, on sait que c'est la manière de systématiser ce qui est important pour toi, mais encore faut-il bien choisir ce que tu as envie de systématiser, parce que t'as pas assez de ressources pour systématiser et rendre habituelles toutes les actions, c'est juste pas possible. Exactement. Et je vais rajouter un point qui est au-delà de cette notion un peu, on a parlé du levier psychologique de la progression, savoir où on en est à chaque instant T, qui est très puissante dans les jeux, mais il y a une deuxième notion qui est combinée avec la notion de progression et donne encore une dimension plus fun au dépassement de soi et aux objectifs. C'est la notion de curiosité et de hasard. Et ça, c'est énormément utilisé, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans les jeux, et c'est ce qui explique qu'autant de personnes soient accros au poker, soient accros aux jeux de roulette, aux jeux à grattage, au loto, etc. C'est cette notion du hasard qui est très puissante. C'est quelque part, par exemple, moi, typiquement, je vais commencer ma journée, j'ai toujours mes 3 objectifs principaux de la journée. Par contre, maintenant, ce que je fais, c'est que je ne sais pas par lequel je vais commencer, par quelle action. Et je les mets sur des petits papiers, et je vais tirer au sort, et quelque part, on devient comme un gosse de 4-5 ans le matin de Noël, où je suis là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en premier? J'espère pas la compta, là, j'ai pas envie de la faire. J'espère que ça va commencer par le montage vidéo, par ça que j'aime mieux. Et ça, c'est puissant, cette notion du hasard. Je la fais aussi, je l'ai pas encore faite, mais la première année où j'ai fait les 365 jours, au bout d'un moment, au bout de 5-6 mois, je commençais vraiment à m'ennuyer, à faire des défis. Quelque part, faire un défi par jour, c'était devenu ma zone de confort. Et c'était devenu un peu ennuyeux. Moi, je suis beaucoup, dans mes besoins vitaux, les besoins d'être humain, il y en a 6. Le besoin de changement, pour moi, est très important. Je pense que ça se ressent dans mes contenus. Et du coup, c'est là où j'ai eu l'idée, où j'ai noté genre une 40aine de défis que j'avais déjà prévus d'avance, et des défis qui pouvaient être réalisés dans la journée, comme prendre un cours de danse, comme faire une action qui demandait pas de planification. Et je les ai mis dans une boîte, et du lundi au vendredi, je faisais que des défis qui pouvaient être faits dans la journée, et j'allais piocher un défi dès que je me réveillais dans cette boîte-là. Je te promets que c'était devenu un jeu, j'adorais ça. Et quelque part, ça a même un aspect un peu mystique, où tu te dis qu'il y a peut-être une force du hasard, de la destinée. Et quelque part, pour répondre à l'objection qu'on est nombreux à se poser, à se dire oui, mais à trop planifier sa vie, à trop prévoir les trucs et tout, est-ce que ça en devient pas chiant? Et est où la magie là-dessus? Alors bon, déjà la magie, elle est sur les résultats, elle est sur les imprévus. Ça, la vie, elle nous en réserve énormément. Mais on peut retrouver de la magie comme ça en faisant ce système de tirage au sort et en jouant sur ce levier psychologique-là du hasard. Comme par exemple sur Facebook, on a une notification sur Instagram et on sait pas qui c'est. C'est peut-être Tata Martine qui nous envoie une invitation Candy Crush, ou c'est peut-être cette fille ou ce mec pour les filles, ou cette fille ou ce mec qui nous plaît et qui nous a envoyé un message ou qui a liké une de nos photos. Et ça, c'est puissant, tu vois, c'est avoir une notion un peu de hasard qu'on va pas contrôler. Alors justement, ça me fait réaliser que ce soit Marc ou moi, dans notre planification, dans nos projets, on utilise très peu de hasard, puisque on adore tout ce qui est un petit peu rituel. On commence très tôt le matin, et on fait les choses dans un ordre assez défini, puisqu'on part du principe que la jauge de volonté a tendance quand même à se vider tout au long de la journée, et puis on a ce point de vue comme quoi notre ressource la plus précieuse, c'est un petit peu notre énergie mentale, notre volonté, notre concentration, notre focus, et on essaye d'en prendre soin au maximum, mais je remarque tout à fait que grâce à ton avis, ton input, là, on pourra peut-être essayer un petit peu de faire des choses un peu plus au hasard. On est généralement très discipliné, mais c'est intéressant de voir une perspective un petit peu autrement. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement comme nous, qui restons très très focus, on n'a pas de problème de discipline, mais on n'a pas de facteur hasard? J'ai rien à dire, continuez. En fait, une petite précision, moi je ne suis pas un coach,
Enfin, j'en parle souvent. Je suis jamais, si vous me suivez, si vous me connaissez, je donne jamais de conseils. Je donne jamais des conseils de vie. Je donne jamais des instructions très claires en fait. Moi, j'ai une ligne qui est expérimentée par vous-même. Vous voyez ce qui fonctionne pour vous et adaptez-le. Donc, si ça fonctionne pour vous deux, très bien. Il n'y a aucune raison de le changer. Je vais pas. Moi, ça fonctionne pour moi. Mais moi, ce que je défends comme idée principale, c'est créer ses propres règles du jeu. Donc, et les jeux, il y en a à la fois, il y a différents types de jeux et à la fois, il y a différents types de joueurs. Et l'idée au final, c'est qu'on s'amuse tous et qu'on passe à l'action et chacun va trouver des réponses en expérimentant à son propre, on va dire, algorithme idéal de jeu et de dépassement de soi. Donc, si ça fonctionne pour vous, tant mieux. Enfin, mais demain, s'il y a peut-être, voilà, enfin, un coup de mou, etc. Enfin, si vous commencez un peu à tourner en rond, à vous ennuyer, et ça arrive souvent quand on réussit plein de ses objectifs et on a un peu, enfin, pas cet auto-sabotage, mais quelque part on a tendance à se baser sur ses acquis. Ça m'est arrivé énormément. Et j'espère que ça m'arrivera encore de plus en plus parce que ça veut dire qu'on réussit ses objectifs. Bah, ça sera le bon moment pour tester des nouvelles choses, rajouter un peu du hasard et se laisser rajouter un peu de magie dans son gameplay. Je ne sais pas si tu as l'habitude de parler de gamification ici, peut-être pour les gens qui te suivent, mais juste préciser peut-être ce que c'est. C'est un point que j'ai noté tout à l'heure. La gamification, bon, c'est souvent traduit en France par le mot ludification, qui est le fait de rendre ludique certains processus qui ne le sont pas. Et c'est un truc qui cartonne en entreprise, notamment dans les systèmes de e-learning, d'apprentissage en ligne, de formation, dans les réseaux sociaux, ils utilisent énormément ça. Et c'est quelque part utiliser les mécanismes du jeu. Alors pas forcément le jeu au sens jeu de rôle, parce que ça peut être le jeu comme des jeux, c'est le foot, c'est un jeu. Il y a en ce moment la Coupe du Monde et c'est exactement les mêmes mécanismes qui sont utilisés dans Call of Duty, dans un jeu d'échecs ou dans le foot en tant que jeu, c'est exactement les mêmes qui reviennent et qui permettent de savoir quand est-ce que je gagne, quand est-ce que je perds, cette notion du hasard, cette notion de progression, cette notion, enfin, tous ces mêmes leviers-là qui sont communs finalement au jeu. Et le jeu, c'est la meilleure façon d'apprendre. Et c'est la façon la plus ancienne aussi. L'être humain, les fauves dans la nature, les animaux apprennent par le jeu. Que ce soit la chasse, que ce soit à parler, à marcher, etc. On apprend tous par le jeu. Et après, on s'arrête. Parce que l'école a décidé qu'il fallait, enfin, pour être sérieux, il fallait qu'on se fasse chier. Mais au final, enfin, pour moi, le jeu reste la meilleure façon d'apprentissage et de dépassement de soi. Super intéressant. Vraiment, je pense que pour moi, ça résonne d'autant plus puisque j'ai été gamer, un très très gros gamer. Du coup, c'est pour ça que j'adore ce point de vue. Mais pour quelqu'un qui est pas, on va dire, familier avec le game, ou simplement le gameplay, comme tu l'expliquais, donc la façon dont on va jouer, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne un petit peu trop compliqué, qu'il y ait trop d'indicateurs, qu'on doit faire du tracking, qu'il y ait des habitudes, non seulement il faut les faire, mais ensuite il faut reporter dans son carnet qu'on l'a fait pour avoir de la data, et puis ensuite pouvoir commencer à traquer tout ça. Je sais que toi, tu as trouvé un moyen de résoudre un petit peu tous ces problèmes, puisqu'un entrepreneur résout des problèmes, hein, c'est ça le but. Mais on va dire, si tu devais donner 2-3 conseils pour pas se compliquer la vie, comment tu dirais ça ? Alors juste une première parenthèse, c'est que je ne suis pas non plus un gros gamer. D'ailleurs, il m'arrive à jouer à des jeux vidéo, mais j'ai jamais été un gros gamer et j'ai jamais fait partie, comme on peut souvent le penser, de la communauté geek. C'est pas du tout, ça a jamais été mon cas. Donc la première chose, je vais répondre un peu comme un politique à cette question-là, en parlant d'un concept qui est hyper important. Et tu l'as soulevé, qui est, ok, est-ce que c'est pas trop contraignant de faire plein d'indicateurs, de suivre plein de choses, etc. J'ai envie de te dire, il y a deux choses à prendre, à mettre sur la balance. Il y a d'abord nos ambitions et nos objectifs. Et à partir du moment où notre situation actuelle est complètement en désaccord avec ces objectifs-là, et qu'on a peut-être des objectifs plus ou moins ambitieux,
et qu'on est dans une situation où on n'est pas dans l'atteinte de ces objectifs-là, ça crée automatiquement une frustration et on peut pas être heureux. Des gens peuvent être heureux dans une situation stable avec ce qu'ils ont. Ça, je l'enlèverai jamais. Et souvent à la question est-ce que tout le monde doit sortir de sa zone de confort, je réponds non, pas du tout. Mais si vous avez un certain gap entre qui vous êtes aujourd'hui et cette meilleure version que vous souhaitez atteindre avec plein d'objectifs à accomplir entre les deux, dans ce cas-là, sans hésitation, oui, il faut sortir de sa zone de confort. Einstein disait la folie, c'est de vouloir des résultats différents tout en faisant les mêmes choses. Enfin, plus ou moins, c'est cette phrase. Donc, automatiquement, il y a cette notion-là. Et la notion d'effort, et entre parenthèses, de sacrifice, mais à très court terme, parce que tout ce qui commence comme un sacrifice peut finir en tant qu'habitude, et ben ça c'est nécessaire en fait. C'est voilà, si à partir d'un moment, ok, ton objectif c'est de devenir millionnaire avant dans les 10 ans, bah, c'est complètement ridicule de se dire bah non, moi je vais pas traquer mes objectifs, moi je veux pas faire ça parce que pour moi c'est chiant, etc. Là il y a un vrai décalage entre ses ambitions et entre ses actions et entre parenthèses les sacrifices qu'on met en place. Par exemple, moi cette année j'ai eu énormément d'objectifs à faire, le livre en fait partie, le jeu Comfort Zone Heroes sur lequel j'ai dû dépasser à l'heure actuelle 2500 heures de travail personnel et plus de 25 000 euros d'investissement, et c'est pas encore fini. Là on lance une bêta normalement la semaine prochaine avec les contributeurs sur Ulule. Bah j'ai fait les comptes en début d'année et je me suis dit ok, donc là soit tu t'abandonnes cet objectif là, soit maintenant ton lifestyle tu le revois, et typiquement l'alcool, les soirées, plein de choses comme ça, pendant un an, les mettre un peu de côté, les réduire pour atteindre cet objectif là, parce que je suis sur une moyenne de travail qui est de 12 heures de travail par jour, 7 jours sur 7, et parfois je flirte avec les 16-17 heures par jour. Mais je m'ennuie absolument pas parce que je suis tellement passionné par ce que je fais, et puis surtout je suis heureux comme ça parce que sur la balance, les efforts que je mets en place sont en équilibre avec mes ambitions qui sont parfois démesurées. Donc pour des personnes qui ont des ambitions plus accessibles, qui demandent peut-être moins d'efforts, il n'y a pas besoin de mettre énormément de choses et de contraintes sur la balance de l'autre côté. Ça n'aura aucun sens et ils seront pas épanouis comme ça. Mais juste équilibrer ces deux notions-là, et c'est vrai qu'on en parle très peu en coaching, dans les conférences de développement personnel, etc. On part tout le temps avec le conférencier qui va nous imposer implicitement sa vision des choses et nous imposer son régime de vie, mais parfois il a des objectifs qui sont complètement différents des nôtres et parfois qui demandent beaucoup plus de contraintes que ce que nous on souhaite faire pour atteindre quelque part cette équation de bonheur et d'équilibre personnel qui est un peu le niveau, enfin pas le niveau final parce que c'est plutôt un processus, mais qui est, on va dire, une composante principale de notre règle du jeu. Voilà, là tu as souligné vraiment les principes, mais tellement puissants, parce que hier encore on avait un espèce de petit mastermind avec Marc, et on s'est posé ce genre de questions absolument. Qu'est-ce qu'on a comme ambition, et est-ce qu'on est prêt à faire concorder nos actions avec nos ambitions? Pour nous, si on veut donner un exemple, ça passe par écrire le matin, puisque en termes de création de contenu, et puis création d'idées, partage, raffiner notre vision, on est obligé d'écrire de manière journalière. C'est une activité qui a un fort impact pour nous. Et qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, voilà, est-ce qu'on est prêt à tous les matins se lever dans les 5 heures du mat et d'écrire tous les matins? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Donc, c'est-à-dire pas de soirée la plupart du temps, pas faire les cons le soir et puis aller au lit. Et on est prêt parce que on a cette motivation et ça concorde avec notre vision, nos ambitions et qu'est-ce qu'on aime faire. Mais c'est ça qui est difficile, encore une fois, pour quelqu'un qui n'est pas encore en position de se dire ça, j'aime suffisamment le faire pour passer outre les petits sacrifices. C'est pour ça qu'on dit en général que tout commence par la connaissance de soi. Et évidemment, quand je t'écoute, on comprend bien que tu sais ce que tu aimes et tu sais ce que tu veux. Donc, ça facilite. Mais encore une fois, je pense que ça commence par la connaissance de soi et tu l'as bien démontré. Exactement, complètement. Complètement, et c'est là où c'est pas forcément... j'appelle ça dans mes ateliers, j'organise des ateliers, des séminaires en entreprise où j'ai un processus en mode jeu, et le niveau 2, je l'appelle l'équation inversée des objectifs de vie, où on commence par se fixer des objectifs de vie SMART,
dans les différents domaines. Et après, on fait un pas en arrière où je leur demande, ok, maintenant, quels sont les sacrifices que vous êtes prêts à faire et que demandent ces objectifs-là? Et quels sont ces sacrifices-là? Juste dans un premier temps, les identifier. Typiquement, quelqu'un qui veut réussir une entreprise, une reconversion, etc. Il y a plein de sacrifices à mettre en place sur sa vie personnelle, sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Des sacrifices parfois juste à court terme ou parfois plus à long terme. Et quand on se connaît et j'invite tout le monde à faire un travail de définition des valeurs au moins une fois par an. Que des valeurs évoluent. Et par exemple, moi, dans mes valeurs, il y a le changement, il y a la liberté, et il y a le fait de l'engagement vis-à-vis des autres. Et je sais que je tourne avec 5 ou 6 valeurs principales, et j'ai tout le temps tendance à voir mon équation du bonheur via ces valeurs-là. Et quelqu'un dont ces valeurs, c'est la valeur familiale, la valeur un peu vie sociale, est très très haute, très importante pour son équilibre de succès, il ne sera jamais heureux. S'il se passe pendant 2-3 ans de toute vie sociale, il sera malheureux. Donc c'est là où il n'y a aucune honte, et il n'y a aucun élitisme à se dire, ok, je fais un pas en arrière, cet objectif-là, il était peut-être pas adapté à moi. Parce que pourquoi on va réaliser des objectifs? Souvent on réalise des objectifs juste parce qu'il faut les réaliser, parce que ça plaît à la société, parce que ok, être entrepreneur maintenant c'est à la mode. Mais si on se fait un point sur ses vraies valeurs et qu'on se dit bah ok, en fait je voulais juste le faire parce que je ne sais même pas pourquoi, en fait j'ai peut-être juste vu quelqu'un lu un livre et je me suis dit bah moi aussi, mais pour moi non, cet objectif là il est pas bon pour moi. Il y aura peut-être un autre objectif et du coup je reviens dessus ou je baisse en termes d'intensité, ce qui me permettra de créer cet équilibre là. Donc et la troisième étape de l'équation inversée, c'est définir ses peurs vis-à-vis de cet objectif là. Et souvent, on va très vite se rendre compte qu'il y a des peurs qui sont rationnelles et des peurs qui sont complètement irrationnelles. Mais les peurs rationnelles, elles sont nombreuses. Typiquement, ok, on va parler un peu de séduction. Quelqu'un qui veut trouver l'amour de sa vie. Dans les plans d'action, ok, faut peut-être sortir plus, parler avec plein d'inconnus, aborder, on va dire, 10 groupes en soirée pour rencontrer plein de personnes, plein de filles, élargir son cercle social. Et parmi les peurs, c'est se faire rejeter. Et ça, c'est une peur qui est rationnelle. On peut pas l'éviter. On peut pas l'éviter parce que même quelqu'un qui est très intelligent socialement, même quelqu'un qui peut parler avec tout le monde, tu ne peux pas plaire à tout le monde parce que en étant toi-même, tu vas forcément déplaire à une certaine proportion de la population, ce qui est d'ailleurs très sain. Et cette peur du rejet, au lieu de l'éviter, on va transformer cette peur en objectif. Comme dans un jeu où en fait, parfois, on arrive à atteindre certains trucs, et on a un imprévu qui va arriver, qui va pimenter notre jeu. Et moi, j'ai un tableau qui est collé avec à la fois mes objectifs bien sûr, mais j'ai un tableau d'autres objectifs qui ne dépendent pas de moi-même. Et dans ces cases-là, j'ai par exemple recevoir un commentaire négatif, se faire rejeter, se faire critiquer, plein de choses comme ça. Et à chaque fois que je rencontre une de ces anciennes peurs, je mets une croix dessus. Et plus j'ai de croix, plus je sais que je suis sur la bonne route. Parce que ça fait partie des imprévus, des difficultés qui rendent justement le jeu challengeant. Et pour notre cerveau, c'est super, super puissant. Parce que une fois qu'on a la tête dans le guidon, qu'on est, par exemple, quand je faisais pour ma compagne Ulule une prospection entreprise, j'ai dû contacter plus de 300 ou 400 entreprises, j'ai eu quasiment autant de rejets. Et parfois, tu te remets en cause. Mais quand t'as plein de cases comme ça, où tu as défini d'avance tes règles du jeu en disant, ok, l'échec, en fait, pour moi, plus j'en ai, plus je gagne des points. Et ça, c'est super puissant, et c'est comme ça que j'ai réussi à débloquer 2 entreprises avec des packs à 1 000 € pour organiser une conférence chez eux. Au final, il fallait passer par 400 rejets, 400 trucs, envoyer plein d'emails, appeler plein de gens, se faire bouler par des secrétaires, négocier plein de choses, et au final, on dise non. Voilà, ça fait partie des processus, tout ça. Alors là, tu viens de me shifter, comme on dit chez nous, parce que j'avais jamais pensé à traquer les effets négatifs, comme tu le dis, les échecs. Et on sait que les échecs sont géniaux pour progresser, pour aller de l'avant, et je viens de réaliser que c'est tellement puissant en fait de traquer non seulement les résultats, les pas en avant, mais également comptabiliser en fait les résistances, puisque on sait que plus il y a de résistance, plus on est potentiellement sur la bonne route. Super puissant, merci pour ça. Et je reviens sur la définition des valeurs que tu as mentionnées. Tu as d'ailleurs sur ton site un test pour apprendre un petit peu mieux à se connaître, définir un petit peu mieux son profil. Je l'ai fait
Et je peux dire que c'est assez flippant à quel point c'est précis. Je sais pas du tout comment tu as élaboré ça, mais on voit que derrière, les mécanismes psychologiques sont bien rodés. Et en tout cas, pour moi, ça a très très bien fonctionné. Donc, je recommande aux entrepreneurs qui, pour la plupart, ont un petit peu de mal sur la connaissance de soi. J'encourage à aller les faire essayer ce test, qui est suivi par un petit programme sympa par email aussi, à relever. Et ensuite, peut-être tu peux nous parler un petit peu de ton projet, justement, Comfort Zone Heroes, où tu as mis ensemble toute ton expertise, tu as densifié tes 10, voire plus années d'expertise pour avoir le programme final, en fait, pour avoir tout mis ensemble. Oui, alors la formation des 10 jours, en fait, c'est quelque part les coulisses de Comfort Zone Heroes, où j'enseigne pendant les 10 jours gratuitement par email aux personnes donc les mécanismes psychologiques du jeu et comment les utiliser dans sa propre vie pour la transformer en jeu. Et justement, ce programme-là commence par un test où on a 10 questions, on y répond et on a quelque part sa force cachée ou son besoin numéro 1. Mais même cette étape-là, en fait, ce jeu-là est... Et là, tu viens de le faire aujourd'hui ou t'as déjà reçu? Je l'ai fait il y a quelques semaines maintenant, donc oui, j'ai dû recevoir toute la liste. Ouais. Ok, parce que ce truc-là, il rend un peu les gens fous, parce que c'est construit un peu comme Matrix, où en fait, au fur et à mesure, on comprend pourquoi l'email 1 a été envoyé, on comprend au jour 5 certains trucs qu'on n'avait pas compris, chaque jour, il y a un petit défi, etc. Et à la fin, au jour 10, je peux te dire déjà dans ce truc-là, je suis pas loin des premiers jours de 90% de taux d'ouverture. Et le dernier jour, j'ai à peu près quasiment dans les 5% de taux de réponse. C'est-à-dire des personnes qui lisent l'email et qui y répondent. Et enfin, j'ai des centaines et des centaines de personnes qui ont répondu à ça. Donc c'est assez puissant et c'est justement là où ça rejoint un peu le concept, mais qui est beaucoup plus développé dans Comfort Zone Heroes, qui est un programme de... Qu'est-ce que déjà Comfort Zone Heroes? C'est le premier jeu de rôle en ligne, mais en conditions réelles, dont l'action se passe dans la vraie vie. Et quelque part, on va incarner un personnage. Ce personnage-là, c'est notre alter ego. C'est dans le chapitre 0. Ça dure 1 semaine. Et on commence par créer cet alter ego, cette meilleure version de nous-mêmes. Et on passe du statut de recrue avant d'atteindre le statut de héros et de pouvoir accéder aux 5 chapitres qui durent chacun 30 niveaux, qui peuvent être recommandé de les accomplir en 30 jours. Et chaque truc, en fait, chaque chapitre s'appelle le code de la confiance en soi, le code de l'énergie vitale, le code de l'efficacité, le code de l'intelligence relationnelle, etc. Donc on a 5 chapitres comme ça, et on va évoluer dans un scénario qui est gamifié, mais qui est très réaliste, où on a différentes missions. Alors à la fois des missions terrain, mais on a aussi des missions dans un simulateur où on va sortir de notre zone de confort sans quitter notre canapé, notamment via un travail d'introspection, via un travail d'entraînement, et on détourne complètement ce qui est fait, parce que c'est pas une formation, c'est pas un programme de coaching, c'est pas un jeu, c'est un mix entre tout ça, et l'idée c'est que on va faire des actions non plus pour, comme dans un programme de coaching, pour aller mieux ou pour avoir plus confiance en soi ou pour gagner en énergie, mais on les fait parce qu'on suit un scénario, qu'on est tellement stimulé et qu'on débloque au fur et à mesure des indices, des codes, etc. pour au final, à la fin de chaque chapitre, déchiffrer le code de la confiance en soi, déchiffrer le code de truc, et on a des systèmes de codex qu'on va assembler. Enfin, ça part un peu dans tous les sens comme dans un vrai jeu de rôle, et ça a été créé avec plusieurs niveaux de jeu. Et l'idée principale, ouais, c'est un peu comme dans Pokémon Go. Tu vois, Pokémon Go, pour moi, c'est une des meilleures applications de sport, de running. C'est pas Runtastic, c'est pas Freeletics, etc. Mais là, des millions de personnes se sont retrouvées, et on a encore des personnes plein qui y jouent, se retrouvent à faire des kilomètres et des kilomètres de marche par jour, mais sans s'en rendre compte et tout en s'amusant. Et l'objectif derrière ça, c'était de détourner un peu... je crois en un truc, c'est que quand on passe à l'action, les résultats sont des conséquences, sont même pas des trucs. Il faudrait un miracle pour en appliquant la bonne stratégie et en passant à l'action de manière régulière, que t'aies pas de résultat. Il faudrait vraiment un miracle. D'ailleurs, j'en rigolais avec des potes il y a quelques années où je disais, je vais créer une assurance où les gens souscrivent, ils nous prouvent qu'ils sont passés à l'action et qu'ils ont appliqué telle méthode, et nous on va les couvrir
si ils n'ont pas les résultats à leur objectif, et ça sera l'assurance la plus rentable de tous les temps, parce qu'il y a zéro risque. Pour moi, il y a vraiment zéro risque. C'est impossible. C'est impossible. Il y a l'effet papillon. Je sais pas si tu vois un peu la théorie de l'effet papillon, mais ça dit que les battements d'ailes d'un papillon au Mexique peuvent provoquer à terme une tornade au Texas. Et c'est exactement ça. Parfois, il suffit juste d'un petit changement dans sa vie. Cette soirée-là où tu t'es dit, ok, je vais, au lieu de rester chez moi, je vais répondre oui à l'invitation et partir dans cette soirée d'anniversaire, même si je connais personne. Parfois, tu te dis, ouais, je vais juste me placer là dans la salle de cours et parler avec tel mec, et ça peut changer ta vie. Parce que ce mec-là va devenir ton meilleur ami. À cette soirée-là, tu vas peut-être rencontrer celle qui deviendra la femme de ta vie. Enfin, t'as plein de choses comme ça où ça part juste d'une petite action. Et la chose suivante dans le programme, qui est hyper importante aussi et qui a jamais été faite, c'est qu'on n'est plus dans cette notion-là de fais tel défi et voici ce que t'attends de tel défi. On a à la fois des phases d'entraînement pour préparer les héros à certaines missions, briefing, etc. Typiquement dans l'intelligence sociale, on a des phases de préparation, on parle du storytelling, de l'art de la conversation, de plein de choses comme ça qui sont hyper puissants, du coup dans le simulateur, dans des exercices à faire. Mais une fois qu'on est dans le terrain, on n'est jamais sur une notion de va faire ça, etc. Et ça c'est le défi. On est toujours sur une notion, on va faire un rapport de mission à l'agence Goodbye Comfort Zone, où en fait le scénario du jeu il commence comme ça. Et si Goodbye Comfort Zone n'était qu'une couverture publique, et si en fait derrière ce projet-là qui est globalement voilà, un média, une communauté grand public pour inspirer les gens, s'il y avait quelque chose, une phase un peu plus sombre, un peu plus cachée, et un groupe d'individus qui se sont rassemblés pour chacun dans sa catégorie et tout, développer des super pouvoirs et influencer et changer le monde. Ça commence comme ça. Et du coup, les héros, ils ont des rapports de mission à faire où, par exemple, quand tu vas tester le yoga, des trucs comme ça, c'est que le scénario, c'est que l'agence s'intéresse à tel mouvement qui s'est développé il y a quelques milliers d'années en Inde, et votre mission, c'est d'aller sur le terrain, c'est de l'essayer pendant la semaine qui suit, et tu fais un rapport de mission selon toi, en fait, de ce que tu as ressenti et tout. Donc tu vois, on a complètement l'équation qui est inversée, où fais ça parce que c'est bon pour toi, non, fais ça et dis-nous ce que t'en penses, parce que l'agence a besoin justement de rapports de mission pour savoir comment ça se passe sur le terrain. Et au final, on se retrouve à la fin de chaque chapitre où chacun va créer le code de son propre le code secret de sa confiance en soi, en se disant ok, par rapport à tout ce que j'ai testé, voici maintenant mon protocole. Par rapport à l'énergie, voici mon protocole et ma routine quotidienne pour avoir un maximum d'énergie sur tout ce que j'ai testé. Et au final, quand on a les 5 codes, on les soumet dans une interface, et on va débloquer le chapitre secret et l'accès à la communauté des légendes, qui sont toutes ces personnes-là qui ont complété les 5 chapitres. Et ça, pour la suite, c'est là où il y a le mystère et on ne sait pas ce qui se passe derrière. C'est absolument fascinant, puisque j'ai mes lunettes un petit peu d'entrepreneur ou d'entrapreneur, et donc je comprends bien les mécanismes derrière ton projet, et c'est fascinant comme tu as réussi à designer une solution au plus grand problème du développement personnel, voire également un petit peu de la mise en pratique de l'entrepreneuriat également, puisque tu as beau apprendre tout ce que tu veux, tant que tu n'as pas créé des actions, donc tu n'es pas passé à l'action, tu n'as pas créé la valeur au final. Et c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure en off, et je trouve fascinant comme tu as pu mettre ton expertise au service de ce problème qui est juste massif, et derrière tu as en plus utilisé le storytelling et puis tout ce qui fonctionne pour influencer l'être humain vers une meilleure version d'eux-mêmes. Et donc, sans plus tarder, je peux te demander où est-ce que les entrepreneurs peuvent retrouver ton contenu et cette version que tu essayes de publier, de distribuer. Alors, mon contenu, c'est sur le site Goodbye Comfort Zone, et Goodbye Comfort Zone un peu partout, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, donc partout. Le jeu Comfort Zone Heroes, pour l'instant, il sera disponible dans les quelques jours à venir, progressivement, mais pour les contributeurs Ulule qui ont précommandé en fait leur version. C'était en janvier, on avait lancé une campagne de crowdfunding justement pour boucler le financement, et surtout je voulais pas faire une levée de fonds avant de créer le produit et de mettre à 100% toutes mes valeurs dessus.
Et par la suite, ça sera disponible au grand public d'ici, début septembre. Début septembre avec voilà plusieurs plans pour pouvoir souscrire au programme, mais ça sera disponible par la suite sur le site. Mais en tout cas, 95% des contenus de Goodbye Comfort Zone sont et resteront gratuits. Et vraiment, moi je m'attache à un truc, c'est de donner un maximum de valeur gratuite. Et pour moi, tout ce qui est information, tout ce qui est tout ce qui est formation, tout ce qui est vraiment théorique doit être gratuit. Je suis pour la diffusion de l'information de manière gratuite. Et ce que je fais payer dans mon business model, c'est tout simplement le passage à l'action. Et ça, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que dans Comfort Zone Heroes, à chaque fois, il y a des rapports de mission qu'on va prendre des photos avec son smartphone ou des rapports de mission écrits, et tout est analysé par les analystes de l'agence Goodbye Comfort Zone. Bon, dans un premier temps, c'est moi. Mais après, il y aura des équipes et tout derrière de coachs, de personnes qui sont formées pour valider les rapports de mission. Donc là, il y a un levier psychologique qui est super puissant, qui est pour moi le plus puissant. C'est la validation des autres, c'est l'engagement, l'esprit de communauté, etc. Et ça manque et ça a jamais été fait parce que c'est tellement difficile de manière logistique à faire, traquer tout ce que font les gens sans tomber dans le coaching. Moi, je suis vraiment entre le coaching et entre les livres. C'est un coup qui est entre les deux, et c'est un positionnement aussi qui est entre les deux. C'est-à-dire, on passe à l'action est validée, on gagne des points. Tu vois, alors que là, où malheureusement dans la plupart des livres, des trucs et tout, on n'a pas cette notion-là de pouvoir valider. On a des exercices, mais personne n'est là. On se dit, ok, je le ferai demain, je vais lire le chapitre suivant, etc. Et au final, on fait jamais les défis, on fait jamais les exercices. Donc ça, c'est vraiment pour moi hyper important dans les valeurs de Goodbye Comfort Zone, c'est donner un maximum d'informations, les formations, même les conférences, les meet-ups, tout ça, j'essaie d'en faire un maximum des gratuits. Et après, justement, pour cette minorité-là qui souhaite vraiment passer à l'action, qui souhaite se dépasser, qui souhaite créer une vie sur mesure selon leurs propres termes et la transformer en jeu, c'est là où il y a la notion du programme payant et de cette valeur-là ajoutée, mais vraiment qu'on apporte par rapport à tout ce qu'on peut trouver, tout ce qui a existé, même aux États-Unis, même, à ma connaissance, il y a rien qui ressemble à ça. Il y a vraiment rien qui ressemble à ça avec cette notion de validation, cette notion vraiment 365 degrés. Et même là, je t'ai même pas dévoilé 5% en fait des possibilités de Comfort Zone Heroes, parce que ces héros-là, quand ils deviendront des légendes, quelque part, moi, tu l'as peut-être remarqué, mais dans mon contenu, je suis un anti-gourou. Même si je montre maintenant ma tête dans les vidéos, etc. Je donne jamais. Je déteste avoir cette notion-là de gourou, cette notion-là de voici les règles de vie, etc. Je suis pour que chacun devienne son propre gourou et chacun devienne son propre coach, un influenceur de sa communauté, de son entourage et tout. Et c'est pour ça que j'utilise jamais le vous. Si t'as remarqué, si tu peux faire un jeu sur mes derniers contenus, j'utilise tout le temps le nous, genre où je parle aux gens et tout, et ça a un double puissance en tant qu'entrepreneur et que je recommande à tout le monde, notamment quand on commence et qu'on n'est pas encore expert. C'est arrêtez, ne faites pas partie de ces gens-là qui disent aux gens tout le temps, faites ça et je te recommande, faut absolument que tu fasses ça et ça tu dois le faire. Non, on utilise cette notion du nous. Et moi j'ai essayé ça, etc. Et vous, je vous invite à tester ça. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et nous, on va faire ça. Et nous, etc. Et cette notion du nous, elle est doublement puissante. D'abord, on responsabilise les personnes qui sont peut-être en dessous de nous, qui ont moins d'expérience, qui sont peut-être pour mon cas des personnes qui ont encore plus de peur, qui ont un peu moins confiance en eux-mêmes. Je les responsabilise. Je les mets pas dans un rapport de gourou à disciple, mais dans un rapport d'égal à égal, ce qui leur permet de progresser plus rapidement. Et le deuxième truc qui est super puissant, c'est que j'ai dans ma communauté à peu près des gens comme toi, des gens qui se bougent, qui sont peut-être souvent au-dessus de moi. J'ai des médecins, j'ai des coachs, j'ai des psychologues, j'ai des journalistes, des personnes qui sont vraiment, qui sont déjà des exemples de réussite et qui m'inspirent moi-même. Et à chaque fois, je suis sur le cul quand je fais un meet-up ou une conférence, quand je discute avec les gens, mais c'est pas du tout le process ou ce modèle qu'on peut avoir, comme cette croyance-là que le développement personnel c'est fait pour des gens qui ont très peu confiance en eux-mêmes ou la sortie de zone de confort. Mais au final, quand je fais un reverse engineering pour analyser comment ça se fait que j'ai une communauté de personnes où il y a plein de gens qui sont au-dessus de moi, où j'ai des gens de 16
à 70 ans, etc. C'est justement ça. C'est que c'est ce qu'ils me disent tous. Ils me disent, contrairement aux autres, je sais pas pourquoi, mais ton contenu, en fait, il m'exaspère pas. Je me sens pas un peu genre agressé, alors que, souvent, par exemple, j'ai parlé du sucre hier, mais j'ai pas dit aux gens, vous devrez arrêter le sucre. Et quand je dis pas ça, en fait, dans les commentaires, il y a énormément de personnes qui parlent déjà de leur expérience et qui aident les autres. Parce qu'ils n'ont pas été déjà bloqués là-dessus en me disant, pourquoi tu me dis d'arrêter le sucre alors que je l'ai déjà arrêté depuis 2 ans. Ce qui fait que je m'oriente très largement et je m'adapte à la fois au niveau 1 qu'au niveau 100 des personnes. Et ce qui m'a permis, par exemple, dans la campagne Comfort Zone Heroes, d'avoir des entreprises qui la soutiennent, c'est marrant, mais on a envoyé, par exemple, un kit de presse à des journalistes, et il y avait une journaliste qui a pris un pack, tu vois, à 60 € en disant, moi, c'est tellement génial pour moi et mon fils, j'ai envie de le tester. Il y a des gens qui sont un peu connus, qui m'ont pris des packs, c'est des influenceurs, des gens qui sont largement au-dessus de moi, et qui pourraient me percevoir comme un concurrent, au final non, perçoivent ça comme quelque part, c'est comme une activité annexe, c'est comme quelque chose où ils pourront tous se retrouver. Et souvent, entre la carte postale et faire le voyage lui-même, c'est là en fait où il y a la différence entre ces deux expériences-là. Je vais pas juste vendre des cartes postales et me retrouver avec tout le monde sur le même banc et se dire ma carte postale c'est la meilleure, etc. Mais c'est plutôt une expérience. Et cette notion-là, elle est hyper importante de la communauté du nous et d'arrêter de vouloir imposer sa vision aux autres. Pour moi, c'est hyper puissant. Après, je comprends tout à fait ceux qui veulent créer une petite communauté de personnes qui pensent tous pareil qu'eux et qui ont une problématique et qui sont en recherche à des solutions par rapport à leurs problématiques, comme par exemple des gens qui s'adressent aux timides, des gens qui s'adressent à des personnes qui ont vraiment des problématiques. Ça, je comprends aussi, mais c'est juste un modèle alternatif que je développe et que je me permets d'analyser et de partager avec les auditeurs. Absolument génial, puisque tu as synthétisé exactement la conclusion de notre mastermind d'hier, où on s'est dit forcément l'information n'a aucune valeur en tant que telle, c'est l'implémentation, c'est l'exécution. Et nous on a une équation chez Entrepreneur où on dit c'est l'information plus l'exécution qui égale à la transformation, et c'est exactement ça, tu l'as très bien résumé. Et par rapport au nous, on essaye également avec Entrepreneur oui. Et juste une petite, j'adore ce que tu viens de faire parce que ça, c'est le point principal de mes conférences, pareil, où je fais le succès, où les résultats égalent l'action. Alors avant, je disais aussi action plus stratégie. Mais maintenant, je dis que c'est un produit en fait. Parce qu'avec une action à 0 produit la meilleure stratégie, on est juste un philosophe qui est en train de refaire le monde. Et pareil, à l'inverse, de la même manière, quand on a énormément de passages à l'action, mais avec une mauvaise stratégie, une stratégie qui est égale à 0, produit de 0 égale 0. Typiquement, c'est la stratégie de la mouche qui veut sortir de la fenêtre en tapant sur la vitre. Et elle déploie tellement d'actions, mais au final, il y a 0 résultat parce que c'est la mauvaise stratégie. Juste cette petite parenthèse-là, parce que je te partage complètement avec toi ce point-là. Alors, super pertinent. D'ailleurs, notre équation complète, elle est malheureusement en anglais, et elle est un petit peu plus compliquée, mais je veux bien la présenter également. On dit que c'est la clarity, donc la clarté de ta vision, plus le growth mindset, donc la mentalité de croissance. Et donc ça, ce serait la base qu'on multiplie par des actions entre guillemets disciplinées, parce que nous, on a la discipline comme moteur, et c'est ça qui, plus le temps, parce qu'on a une vision à long terme qui peut égaler à la haute performance ou au succès, à la réussite, ce qu'on définit comme étant notre version du succès. Voilà. Ça, c'est plus l'équation, on va dire, détaillée et en anglais de Entrepreneur. Et d'ailleurs, Entrepreneur, on a créé ce nom pour rejoindre un petit peu ta vision du nous. On n'est pas entrepreneur, et justement entrepreneur c'est à la mode, etc. Nous on est étudiants HEC les deux, et on est étudiants mais on aspire à être entrepreneur. Donc qu'est-ce qu'on veut ? On veut être entrepreneur, on est simplement étudiant de l'entrepreneuriat, et malheureusement on sait que c'est pas l'uni qui va nous aider à être entrepreneur. Donc on a meilleur temps de créer notre propre petite université de l'entrepreneuriat. Et donc voilà, c'est juste super intéressant de voir ta vision, ça se recoupe. Et d'ailleurs ma dernière question, puisque même si c'est tellement enrichissant, il va falloir qu'on finisse un petit peu avec cette interview. Quel est dans ton jeu à toi
qu'est-ce qui signifie succès dans ta version de ton jeu? Donc, quelle est ta version du succès? C'est comme pour tout le monde. C'est le bonheur et c'est le plaisir. Peu importe l'objectif, peu importe ce qu'on souhaite réaliser dans la vie, normalement, un bon objectif, c'est quelque chose où si on se pose la question de plusieurs fois de pourquoi je veux le faire, on arrive à la conclusion parce que ça me fait du bien, parce que ça me rend heureux. Donc, que ce soit mon jeu ou le jeu de tout le monde, notre objectif, et faut pas l'oublier, c'est d'être heureux, c'est ce qu'on cherche tous. Et parfois on a des objectifs qu'on fait juste parce que c'est à la mode ou parce que ça plaît à notre entourage. Et c'est là où c'est important de définir qu'est-ce qui me rend heureux maintenant et à l'étape actuelle. Et ça peut changer, ça peut évoluer, et ça n'évolue que par le passage à l'action et par le fait de mieux se connaître. Et mieux se connaître, ça passe par sortir de sa zone de confort et par se confronter à l'action et aux adversités. Voilà, parfait. Donc je pense qu'on peut gentiment clore. Et l'action, c'est le mot d'ordre de cette interview. Donc j'encourage tous les entrepreneurs, aujourd'hui même, pas demain, pas dans une semaine, à faire une action qui non pas forcément vous amènera plus près de vos rêves ou de vos buts, mais simplement une action qui vous challenge, un défi. Trouvez quelque chose, tirez-le au sort. Voilà. Est-ce que tu as une idée, pour qui trouve un défi, peu importe lequel, l'important c'est de faire un défi aujourd'hui. Ouais, j'ai des centaines d'exemples qu'ils pourront retrouver sur mes réseaux sociaux pour s'inspirer. Mais ce que je pourrais vous dire à vous qui nous écoutez, c'est posez-vous les deux questions suivantes. Quel est cet objectif-là qui me tient à cœur depuis longtemps et que je mets de côté? Et la deuxième question, c'est quelle première action, même hyper simple, je peux faire aujourd'hui, là dans les 5 minutes, pour débloquer ce pouvoir de l'action. Par exemple, moi, écrire un livre, etc., ça peut être, se renseigner, prendre une formation sur l'écriture ou sur comment vendre un livre, etc. Ça peut être contacter des éditeurs et envoyer un email. Ça peut être une première action toute simple qui est un peu le niveau 1. Quelle est cette action-là qui va vous permettre d'atteindre ce grand objectif-là à terme? Parfait. Je pense que c'est la meilleure idée, la meilleure démarche pour commencer. Parfait. Sur ce, on se laisse et on se dit à dimanche prochain. Yes, merci, au revoir.